Bonjour. La FEB a mis en place un cycle de 5 émissions sur le thème de la cybersécurité. L'objectif est de donner un éclairage pratique sur différents aspects auxquels sont confrontées toutes les entreprises ainsi que les indépendants. Il est important de prendre les mesures les plus adéquates en termes de prévention des cyberrisques, de formation à la cybersécurité, mais également d'avoir les bons réflexes en cas de cyberincident. Les 5 thèmes qui seront développés par des experts en la matière, qui sont tous également des praticiens expérimentés en cybersécurité, sont tout d'abord l'assurabilité des cyberrisques et les avantages de disposer d'une assurance en ce domaine. On apprendra ce que couvre une assurance cyber-risque, quels sont les tarifs de ces assurances. Le second thème développé, c'est la prévention des risques cyber. Existe-t-il des toolbox? Quelles sont les mesures essentielles de prévention que les entreprises doivent mettre en place? Notre troisième thème est la manière de réagir en cas de cyberincident. Quelles sont les obligations des entreprises dans ce cadre? Existe-t-il des aides, des supports aux entreprises victimes? Ensuite, nous parlerons de la responsabilité de la cybersécurité dans une entreprise. Quelles sont les responsabilités des dirigeants dans le cadre des mesures cyber à mettre en place? Quelles sont les obligations des organes de direction? Existe-t-il à ce jour une réglementation sur ce sujet? Et enfin, pour toutes les entreprises qui ont été victimes de cyberincidents, notre 5e émission traitera de la manière d'en sortir, quelles sont les mesures à prendre pour restaurer la situation, tant d'un point de vue informatique, mais également technique et organisationnel. Et même au niveau de la communication, en interne et en externe, nous vous expliquerons les mesures à prendre. La conférence de ce jour est consacrée à la gestion d'un cyberincident. Il faut savoir que lorsqu'un cyberincident survient dans une entreprise, que ce soit une simple fuite de données, un hacking, une demande de rançon, c'est le chaos, c'est la panique. On ne sait pas comment le gérer. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à gérer, à contrôler. Il y a aussi tout ou partie des activités qui sont souvent mises à l'arrêt. Alors, quand les données ne sont plus accessibles au sein d'une entreprise, qu'elles sont dans la nature, que ce soit des données comptables, des données de clients, des données de fournisseurs, que ce soit des données sensibles ou pas, souffle un vent de panique sur l'entreprise qui se demande à qui elle va s'adresser, qui est compétent en interne, qui va l'aider à gérer ce problème et qui en est responsable. C'est une foule de questions qui doivent être résolues dans l'urgence. Et la plus grande urgence est également de faire cesser la fuite, de recouvrer toutes les données qu'on a perdues et, entre-temps, de respecter ses obligations légales dans ce cadre, en essayant, si possible, de continuer les activités qu'on peut encore continuer. Alors, pour présenter ces différentes étapes à travers d'un cyberincident et mettre en place un plan de gestion de crise, nos orateurs spécialistes en matière de cybersécurité et qui, pour certains, participent au processus de gestion des incidents sont aujourd'hui Olivier Bogart, qui est commissaire et expert en cybersécurité au Federal Computer Crime Unit, Sédrine Morlière, qui est la présidente de l'Autorité de protection des données, Danny Moronaut, qui est le senior antifraude expert chez ING, et moi-même, Nathalie Ragnaud, qui vous expliquera la procédure en matière de cyberincident. Nous entendrons également, dans une interview, Jean-Luc Peters, qui est Head of the Cyber Response Team, le CERT.be. Alors j'imagine qu'une entreprise, que votre entreprise ce matin découvre qu'elle est victime d'une cyberattaque et elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Alors je m'adresse à Danny Moronaut. Quels sont les premiers bons gestes? Quelles sont les premières choses à faire quand on arrive le matin et qu'on se dit oh, on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on va faire?
D'abord, je pense qu'il faut créer une situation stable. Donc, comme ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée ou même de la nuit, tout le monde ne travaille pas à ce moment-là. Toutes les machines ne sont pas en marche. Donc, d'abord, créer une situation stable. Donc, les machines pas connectées, les ordinateurs pas connectés, pas allumés, on ne les allume pas. Et les autres qui sont connectés, on les déconnecte du réseau. Évidemment, là, tirer le câble, c'est le plus simple, mais certaines machines, des laptops, des PC, vont peut-être se connecter sur le réseau Wi-Fi. Donc, il est important de couper la connexion Internet complètement, ce qui peut avoir un impact, évidemment, si une partie de l'entreprise fonctionne encore. Mais je pense que c'est mieux de créer d'abord cette situation stable. Après ça, on sort son plan qu'on a préparé, si on a préparé quelque chose, et on commence à travailler sur ce plan et exécuter les étapes qui étaient prévues et ce qu'on connaît de la situation. À travers ça, je pense, super important, il faut commencer à communiquer. Communiquer en interne, en externe Communiquer partout, donc oui, interne, les employés, les fournisseurs, les clients, l'externe aussi. Donc oui, il faut communiquer via son site web si on sait encore. Il y a la presse qui va peut-être poser des questions, donc on doit être prêt pour répondre à ces questions. Et donc il faut avoir quelqu'un qui sait communiquer, qui sait parler à ces différents interlocuteurs. Et beaucoup d'entreprises, en tout cas c'est les échos qu'on en a, ont peur de communiquer. Parce que, en termes de réputation, c'est quand même pas idéal de se dire qu'on a été victime d'un cyberincident. On se sent soi-même responsable. Oui, il y a évidemment les parties obligatoires. Il y a la communication vers pour la protection des données. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut communiquer dans un certain délai. La presse, on ne sait pas contrôler ça. Si c'est connu que le cyberincident est en cours, il faut savoir répondre aux questions. Donc, ça peut s'improviser, mais c'est mieux quand c'est préparé. En interne, évidemment, comme je dis, il faut créer la situation stable, donc il faut communiquer en interne pour dire aux gens, ne travaillez pas, n'allumez pas vos appareils. Aussi, si c'est une production, donc, je sais pas, une usine de biscuits, il faut dire, bon, on arrête là, on ne peut pas continuer. Donc, il faut communiquer un peu partout quand même. Et le plus important, c'est de communiquer avec ce qu'on sait. Il ne faut pas commencer à spéculer, il ne faut pas non plus donner tous les derniers détails, mais il faut communiquer sur la situation, ce qui est fait, ce qui est attendu, et quand on va communiquer après. Donc, si c'est décidé de communiquer 2 fois par jour, comme ça tout le monde sait, je ne dois rien attendre avant la fin de la journée, par exemple. Il est important également d'avertir ses clients, ses fournisseurs, non seulement pour les informer que l'activité est plus ou moins à l'arrêt ou ralenti, mais également pour éviter sans doute qu'un virus se répande chez eux également. Oui, ça dépend évidemment de la structure, les connexions avec les clients et les fournisseurs, mais évidemment la propagation du ransomware éventuellement, il faut l'arrêter. Donc les informer parce qu'on ne sait pas à ce moment-là encore où est la source. Peut-être que ça vient d'un fournisseur, donc l'informer, comme ça il peut prendre aussi ses mesures, c'est super important. Les clients, évidemment, ils savent peut-être que leur livraison ne va pas arriver, est-ce qu'on peut donner un délai raisonnable ou pas. Il faut communiquer absolument pour que tout le monde soit au courant et ne pose pas trop de questions parce que les interventions de l'extérieur qu'on ne gère pas vont chaque fois interrompre le travail qu'on fait pour remettre la situation correcte. Et cette cellule de crise dont vous parliez, elle doit être composée de qui ? Ça dépend un peu de la structure de l'entreprise, évidemment, mais minimum, je dirais, l'IT, évidemment, mais ce n'est pas qu'un problème d'IT. Donc, le senior management, parce qu'eux doivent prendre les décisions, les ressources humaines, parce qu'il faut communiquer avec les employés, avec les collaborateurs, le service communication, s'il y en a, comme on a dit, c'est super important aussi pour parler à la presse. Oui, dépendant le responsable de la production aussi, si c'est une entreprise qui fabrique du matériel. Et vis-à-vis du personnel qui se rend compte que leur activité est perturbée, voire tout à fait arrêtée, y a-t-il aussi une communication spécifique qu'il faut tenir ? Je pense que le plus important, c'est tout le monde ne va pas travailler sur l'incident. Donc, il y a une partie des gens qui ne peuvent plus travailler. Et il faut clairement leur dire, vous ne travaillez plus.
Et là, de nouveau, c'est important de dire, voilà, on vous informe dans un jour et puis on verra. Donc ça, c'est la première partie des collaborateurs. Deuxième, c'est ceux qui vont travailler sur l'incident. Il faut leur expliquer ce qui est attendu exactement et aussi quand ils donnent le feedback pour donner un statut de savoir. Et puis, il y a tous ceux internes, évidemment, qui communiquent sur l'état d'avancement du plan. Si le plan n'est pas assez détaillé pour gérer l'incident, il faut chaque fois le documenter. Il faut savoir ce qui a été fait pour être sûr que tout le monde est au courant de la situation et où on en est dans la résolution de l'incident. Et c'est à cette étape également, je pense, comme on en a parlé lors de l'assurabilité et des cyberrisques, que l'on fait éventuellement appel à son Incident Response Manager. Évidemment, ça c'est clair, mais ça dépend de la structure de l'entreprise. Parfois, c'est côté IT déjà, donc il y a quelqu'un qui fait ça, ou l'assureur, dépendant de l'assurance que l'entreprise a pris, ils peuvent aussi intervenir et venir avec une équipe qui va reprendre ou prendre contrôle de la gestion de l'incident. En général, quand un cyberincident intervient, on hésite à aller à la police parce qu'on se dit qu'ils vont peut-être nous juger. Olivier Bogart, est-ce qu'il est important d'aller déposer plainte à la police? Je crois que oui, parce que dans les investigations qui vont pouvoir suivre, pour remonter vers les auteurs, ça peut aider. Donc le principe, si vous voulez, c'est que, comme le monsieur le disait, on peut se retrouver avec l'idée que si on va à la police, si on apprend l'information, notre réputation va être salie, je vais dire, voilà. Mais le principe ici, c'est de jouer vraiment la carte de la plainte, parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où on dépose plainte, le magistrat qui reçoit le dossier peut désigner des équipes qui vont, par exemple, investiguer au sein des structures de l'entreprise qui a été victime, afin d'essayer de déterminer d'où vient la source initiale. Donc c'est un travail évidemment très technique, mais on l'a vu par exemple avec les activités récentes ici dans les 2 hôpitaux de Namur. Eh bien, la RCCU de Namur est intervenue et la FCCU est venue en appui pour essayer de remonter les sources, pour essayer de trouver les solutions, notamment pour le décryptage après le blocage. RCCU, c'est? Ce sont les CCU régionales, tandis que nous, on est à la FCCU fédérale. Computer Crime Unit. Et quand on dépose plainte, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les relations qu'on a avec le policier qu'on a face à soi? Alors, le principe, si vous voulez, c'est que dans un premier temps, on conseille toujours de se rendre dans la zone de police locale en lien avec le territoire, donc de façon à pouvoir justement déposer la plainte, mais il faut y aller généralement avec un maximum d'éléments assez concrets, de façon à ce que celui qui reçoit les victimes, donc de la société, puisse détailler dans le procès-verbal les informations nécessaires pour que le magistrat puisse comprendre évidemment la situation. Donc on invite souvent les gens à peut-être imprimer des documents, style des messages qui ont été reçus par les membres du personnel, qui invitaient à consulter par exemple une pièce jointe, et c'est cette pièce jointe qui a permis l'installation du logiciel malveillant qui a petit à petit... parce qu'on a des méthodes qui sont assez particulières, on l'a vu notamment avec le télétravail. Beaucoup de gens étant à la maison avec l'ordinateur, recevant une notification venant soi-disant de la gestion du personnel, ouvraient le document. Le logiciel s'installait sur leur ordinateur, mais de manière tout à fait discrète. Et quand ils faisaient la pause, en allant par exemple se faire un café à la cuisine, l'ordinateur était en pause, mais là, les pirates recevaient une notification comme quoi l'ordinateur était disponible, ce qui leur permettait de se glisser dans les serveurs de l'entreprise, d'abord pour collecter des informations et ensuite pour bloquer les systèmes avec le ransomware. Impressionnant. Et le policier que l'on rencontre peut donner des conseils, aider, diriger peut-être l'entreprise? Généralement dans les zones pas, mais à partir du moment où on peut reprendre contact avec les CCU régionales ou la FCCU, on peut à ce moment-là effectivement recevoir les informations par rapport à quelle structure contacter pour pouvoir... Et donc on l'avait vu par exemple avec les hôpitaux à Tournai, donc le centre hospitalier Wallonie-Picarde qui avait été attaqué. Là, des experts du CERT sont venus sur place, les experts de la CCU régionale sont venus également, et en analysant, ils ont eu la bonne nouvelle, c'est que les serveurs de sauvegarde des données étaient déconnectés, heureusement, des serveurs principaux. Et grâce à ça, en 10 jours, ils ont pu restaurer les systèmes en assistant justement les gens qui sont dédiés au sein de l'hôpital à gérer tout ça.
Et ça permet aussi éventuellement à la police non seulement de poursuivre et d'avoir sans doute une vision générale sur le type d'incident, mais également de faire des statistiques et de voir quelles sont les attaques les plus fréquentes à certaines époques. Oui, ben on le sait. De toute façon, le principe ici des auteurs, c'est soit collecter des données, soit perturber les systèmes. Et on sait aussi qu'on a un rôle de, quelque part, d'influenceur. Donc on a des gens qui entrent dans les systèmes, et notamment dans les structures administratives de nos États. Et donc, en fonction de la définition, je vais dire, des tendances, par rapport à des politiques orientées vers tel domaine, etc., eh bien, ils peuvent jouer le côté perturbateur également à partir des réseaux sociaux pour, quelque part, amener le citoyen à, je veux dire, contester. Et voilà, c'est le côté manipulateur. Et on se rend compte, pour l'instant, sans être naïf, mais que la Russie est particulièrement active. Voyez-vous un grand nombre d'entreprises qui viennent porter plainte, ou vous vous rendez compte qu'il y a vraiment énormément d'attaques qui ne sont pas déclarées? Écoutez, j'ai les statistiques ici et on voit effectivement qu'il n'y a pas un nombre très important d'entreprises, puisque en termes de statistiques, les incidents nous montrent quand même qu'on a un nombre important d'entreprises qui sont touchées. Mais en moyenne, on a eu par exemple pour l'année 2022 110 plaintes qui ont été déposées par rapport au logiciel rançonneur. Ce qui n'est rien du tout par rapport à la réalité, même qu'on apprend à travers les médias. Voilà. Donc je pense qu'il y a ce côté, comme monsieur l'évoquait, je dois être attentif quelque part à la réputation de mon entreprise parce qu'on va peut-être perdre des clients, ils ne vont plus vouloir nous. Donc c'est un peu ça qui met en place ce système, je vais dire, de recul par rapport à la plainte. Ceci étant, on a quand même des contacts avec des structures externes qui permettent également peut-être de remonter aux auteurs, mais surtout de prévenir des structures externes, des hébergeurs, etc., pour qu'ils bloquent au final des outils que les pirates utilisent. Par exemple, les mails, des faux sites web, des choses comme ça. Oui, donc ça vous permet malgré tout d'aider d'autres entreprises également sur base d'un dépôt de plainte. Oui, parce qu'à ce moment-là, on peut faire des recherches par rapport à des usurpations d'identité, le fait qu'on utilise sur des réseaux sociaux le même nom de l'entreprise et que quelque part, aux clients, on passe des faux messages. Donc tout ça peut être géré ensuite. Et ça rassure aussi de se dire qu'on se retrouve face à quelqu'un qui ne vous jugera pas et ne vous dira pas que vous n'avez pas pris les bonnes mesures, je suppose. Le problème, c'est que c'est la plainte pour intrusion, c'est la plainte pour fraude informatique éventuellement, donc on doit jouer la carte d'investigation. Donc c'est clair qu'il faut être attentif à ça parce que ça permet, avec la justice, d'avancer éventuellement par rapport à ces groupes d'auteurs et peut-être prévenir des gouvernements voisins. Parce qu'on se rend compte pour l'instant qu'on a par exemple dans le monde des étudiants qui sont dans le développement, qui sont un peu, pas des hackers vraiment, mais qui sont en phase test et qui parfois testent des fragilités dans certaines structures, peut-être pas pour perturber, mais bon voilà, donc il faut peut-être remettre les normes à jour et les informer que c'est pas légal ce qu'ils font. Mais en tout cas, tous ces incidents cyber ne touchent pas que les entreprises et je suppose que vous avez aussi des plaintes de particuliers, de citoyens. Surtout, comme je le disais tout à l'heure, avec le télétravail. Et on constate qu'effectivement, dans l'environnement personnel, le système de sécurité n'est peut-être pas au même niveau que ce qui est parfois proposé par l'employeur. Et donc, il y a des conseils qu'on donnait, par exemple, en télétravail, limiter l'usage de périphériques externes pour transférer des données d'un ordinateur à un autre et dissocier les activités professionnelles et personnelles au moyen d'appareils distincts. Donc, je n'utilise pas mon smartphone personnel pour me connecter aux données de mon employeur. Parce que je peux à ce moment-là permettre, par rapport à une application installée sur mon téléphone, qu'il y ait un croisement des informations. Eh bien, quand il arrive un cyberincident dans une entreprise, il y a plusieurs notifications ou déclarations qui sont obligatoires. Et quand on est attaqué, la première valeur évidemment qui est attaquée, ce sont les données, et on pense à la protection des données. Et donc, une des déclarations à faire, c'est auprès de l'autorité de protection des données. Séverine Morlière, vous pouvez nous expliquer comment se passe, que faut-il faire pour déclarer cet incident auprès de l'autorité et dans quel délai? D'abord, se poser la question,
de savoir s'il faut déclarer l'incident auprès de la protection des données. À notre connaissance, dans certaines organisations, des dizaines d'incidents de sécurité et de failles de sécurité se produisent par jour sans nécessairement que ça ait un impact sur des données personnelles, si les données par exemple étaient suffisamment protégées ou encryptées. Dans ce cas, pas de risque, pas de notification. Au moment où un incident se produit dans votre organisation, vous allez bien entendu évaluer naturellement l'impact de cet incident sur votre organisation elle-même, et il se peut qu'elle soit paralysée. Et à ce moment-là, dans le même temps, vous devez aussi pouvoir évaluer l'impact et les risques pour les données personnelles. Pas de risque, pas de notification. Un risque, notification à l'autorité de protection des données. Mais si vous identifiez des risques élevés pour les personnes dont les données sont traitées, alors vous devez également contacter ces personnes directement pour les informer du risque qu'elles encourent, des mesures que vous avez prises, mais également des mesures qu'elles seraient amenées à prendre elles-mêmes pour limiter ce risque. Et quand faut-il faire cette notification auprès de l'autorité de protection des données ? Alors, la notification en elle-même doit avoir lieu dans les 72 heures après que vous ayez eu connaissance de l'incident de sécurité. Vous pouvez évidemment introduire une première notification préalable et par la suite nous communiquer les informations complémentaires que vous aurez pu réunir. Ce qui est important, c'est à ce moment-là de mettre en carte les risques et les mesures que vous avez pu prendre. Vous recevrez, on m'a demandé de le préciser, un numéro de dossier pour pouvoir suivre votre dossier au sein de l'APD. Et à ce moment-là, quel est le rôle de l'APD ? C'est d'évaluer si vous avez pu prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum le risque, mais surtout si vous avez communiqué les informations nécessaires et utiles aux personnes concernées en cas de risque élevé. Et on parlera généralement de risque élevé en fonction du type d'incident, mais généralement si des données particulièrement sensibles sont concernées comme des données de la santé. Et quand on fait cette déclaration, cette notification, donc on reçoit un numéro de dossier qu'on doit mettre dans sa documentation. Est-ce qu'il y a une autre répercussion, un autre contact que l'autorité attend d'avoir avec la personne qui a subi un incident ? L'organisation qui a subi l'incident répondra aux questions de l'autorité et on remarque à ce niveau que la procédure de notification n'est pas qu'une simple procédure administrative, elle amène souvent l'organisation à se poser les bonnes questions sur les mesures de sécurité en place ou à améliorer en vue d'aboutir à plus de résilience. Ça, c'est sur une note positive. Sur une note plus contraignante, si par après, au-delà de l'incident, nous avons connaissance de cet incident, non pas par votre organisation, mais par des plaintes, il se peut évidemment qu'un aspect répressif vienne s'accoler à votre propre mésaventure, à savoir la non-notification d'une fuite de données peut donner lieu à des sanctions légères, simples mises en garde ou parfois des amendes. Et nous sommes très attentifs à ce que les personnes concernées aient été informées correctement. Si ce n'a pas été le cas, nous pouvons imposer, ça fait partie des mesures qui sont listées dans notre arsenal, nous pouvons imposer une campagne d'information envers ces personnes. Les personnes concernées doivent être informées d'une manière spécifique ou vous laissez libre cours à l'organisation de prendre la décision de la manière d'informer les personnes concernées dont les données auraient fuité ? Là, il s'agit d'une adaptation au cas par cas et d'une évaluation au cas par cas des mesures qui sont les plus appropriées et de la manière la plus appropriée de les communiquer. Donc, pas d'obligation de dépôt de plainte, mais un grand conseil de le faire, mais une obligation de notification quand il y a une fuite de données à caractère personnel, mais pas lorsqu'il s'agit d'un autre incident qui ne touche pas des données à caractère personnel. Donc, ça, c'est le premier bon conseil. Alors, quand on a un incident, il y a d'autres organismes tels que le Centre belge pour la cybersécurité qui doivent être également informés
pour certaines entreprises, pour toutes les entreprises qui ont une obligation de déclaration en vertu de la réglementation NIS 1 et bientôt NIS 2. Pour les autres entreprises, elles peuvent faire également cette information auprès du Centre belge pour la cybersécurité, car cela permettra également, comme pour auprès de la police, d'alimenter les statistiques et de voir quels sont les types d'attaques les plus fréquentes et éventuellement de travailler à informer les entreprises qui n'ont pas encore été attaquées de ce risque et de trouver des parades à ce type d'attaque. Alors aussi, pour aider les entreprises victimes de cyberincidents, l'AFEB a, fin de l'année dernière, mis en place une brochure qui s'appelle le Cyber Incident Roadmap. Et cette brochure, elle vise à être très, très didactique. On ne vous demande pas de lire 150 pages d'instructions. C'est juste pour aider les entreprises à se calmer, à se dire « est-ce que j'ai pris les premières bonnes mesures dès le départ ?» On leur conseille évidemment de mettre en place une gestion de crise. On leur explique que préalablement à un incident, il faut prendre des mesures de prévention, qu'il y a des cyberassurances, le cas échéant, il n'y a aucune obligation, mais c'est des possibilités. Mais également, quand une entreprise est victime d'une cyberattaque, la grosse problématique de ces entreprises est de continuer une activité normale et de continuer à contacter le fisc pour faire leur déclaration fiscale, leur déclaration TVA, pour faire leur déclaration ONSS. Et donc, en collaboration avec l'administration fiscale, avec l'administration, le SPF Emploi et Sécurité sociale, on a mis en place cette brochure. Et dans cette brochure, il y a une série de liens directs vers notamment le SPF Finance pour dire voilà, je suis cyberattaqué, je ne sais pas comment réagir, je n'ai plus de données, je dois aujourd'hui remettre ma déclaration TVA, je ne sais pas le faire parce que j'ai plus de données, je n'ai pas prévu un backup adéquat et donc je vous informe que moi, entreprise X, avec mon numéro d'entreprise, je suis bloquée. Et donc, dans cette brochure, vous avez une série de QR codes qui vous permettent de joindre directement le SPF Finance, l'ONSS et de tomber sur le formulaire adéquat pour déclarer une cyberattaque avec une partie, on reprend le numéro de dépôt de plainte auprès de la police, puisque ça atteste du fait que on a réellement subi une cyberattaque et pas qu'on veut obtenir un délai supplémentaire pour faire ces déclarations. Et également une déclaration, une zone dans laquelle l'entreprise peut expliquer ce qui lui arrive. Et cette information est dispatchée aux différents services qui sont concernés par la problématique, que ce soit au niveau du SPF Finance, au niveau de l'ONSS, de l'INAMI, etc. Et donc, c'est vraiment un élément pratico-pratique pour continuer, poursuivre son activité, ou en tout cas ses obligations légales à remplir malgré le blocage de l'activité. Et on espère en tout cas que ça peut servir aux entreprises. Ceci est un work in progress. Ça veut dire que s'il y a d'autres SPF, d'autres outils qui apparaissent, on pourrait les ajouter dans cette brochure qui est disponible notamment sur le site de la FEB, mais également sur le site du SPF Économie et de la cybercoalition notamment. Quand il arrive un cyberincident, il y a aussi une impression d'insécurité de la part du personnel. Comment ressentent-ils cette attaque? Moi, j'ai entendu différentes entreprises qui avaient été cyberattaquées et manifestement, le personnel n'en sortait pas toujours indemne non plus, malgré qu'ils ne soient pas les premières cibles.
Oui, évidemment, dans une cyberattaque, tout le monde est impacté, tous les employés sont impactés, tous les collaborateurs. Donc c'est pour ça que je disais aussi que la communication est si importante. Mais je pense que le plus important, c'est évidemment informer et dire qu'il y a une cyberattaque, sans entrer dans les détails. Et puis, vu la sévérité de la situation, demander de ne pas prendre des actions eux-mêmes. Donc vraiment, si l'ordre vient de ne pas travailler, il ne faut pas essayer de travailler parce qu'on peut à ce moment-là aggraver la situation. Donc ça, c'est la plus grande partie des collaborateurs qui seront à l'arrêt, mais ils doivent accepter qu'ils sont à l'arrêt et qu'ils ne peuvent rien faire. Et puis les autres, évidemment, qui sont dans l'incident. Là, très important aussi, c'est qu'il faut un général. Il faut quelqu'un un peu militaire qui gère la situation et qui prend les décisions aussi. Pour ça aussi que la gestion d'une cyberattaque, ce n'est pas juste technique, ce n'est pas que le service IT qui gère ça. C'est stratégique, c'est important pour la survie de l'entreprise. Donc il faut un général qui prend les décisions. On va écouter également l'intervention de Jean-Luc Peters qui va nous expliquer les 12 étapes pour traverser un ransomware et les bons conseils, les étapes de gestion d'une telle attaque. Alors, que faire en cas d'attaque cyber? On pourrait même dire que faire en cas d'attaque ransomware, parce que quelque part, ransomware, c'est un peu le fléau de ces dernières années-ci, tout du moins par rapport à toutes les attaques que l'on voit. Le Centre pour la cybersécurité a publié un petit guide, en fait, relativement pratique, qui est en fait un retour sur expérience sur toutes les interventions que son équipe opérationnelle a effectuées sur le terrain. Elle comporte 12 étapes. Ces 12 étapes sont des étapes qui sont importantes de les effectuer en séquence. Par rapport à cela, vous allez voir qu'il y a certaines séquences ou certaines étapes qu'il vaut mieux pas directement initier parce qu'elles induisent plus de risques et plus d'autres problèmes. Alors la première étape, c'est faire une évaluation de l'attaque en tant que telle. Ça paraît simple, mais l'évaluation, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une analyse, de quelles sont exactement les fonctions ou les systèmes IT qui ne sont plus disponibles, mais ça implique aussi une analyse par rapport aux systèmes, parce que les systèmes, dans le cas d'un ransomware, par exemple, ont été encryptés. Qu'en est-il au niveau des données? Est-ce que les données sont toujours accessibles? Attention, au niveau des données, c'est souvent un des points qui prend le plus de temps pour analyser, analyser l'intégrité des données, est-ce qu'on peut encore y accéder, oui ou non? La deuxième phase, c'est l'isolation des différents systèmes. Quand vous avez une attaque cyber, il est important de très très vite cloisonner les différents systèmes. Cloisonner pourquoi? Justement pour éviter qu'un système infecté n'en infecte pas d'autres. Ça, c'est une opération qui doit être effectuée le plus rapidement possible. Et en même temps, à ce moment-là, très vite aussi, et c'est même une des priorités absolues, c'est d'isoler le système de backup. À la limite, c'est même le premier système qu'il faudra isoler. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter coûte que coûte que ces systèmes-là ils soient aussi encryptés ou soient non disponibles. Parce que ne pas avoir la possibilité de restaurer vos systèmes, de restaurer les données, on rentre dans une toute autre dynamique de discussion par rapport à cela. Quand on a isolé les différents systèmes, on pense aussi à la communication. Alors la communication, le mieux est de partir du principe que vos systèmes de communication ont été infectés aussi. Que potentiellement l'attaquant peut même peut lire vos mails. Bon, si forcément ces systèmes de messagerie sont encryptés, vous n'aurez peut-être même plus accès aux mails. Et comment est-ce qu'on met ça en place? Il y a des outils relativement simples. Sur les smartphones, vous pouvez installer une application comme Signal, par exemple, qui vous permet d'avoir une communication sécurisée et rapide avec les différents intervenants. On mettra aussi en place la cellule de gestion de crise. Dans la cellule de gestion de crise, on va avoir les différents acteurs dans l'entreprise, les acteurs qui jouent un rôle pour la gestion de la crise, c'est le management, c'est le département IT, c'est le département légal, c'est le département communication. Tout ça, ce sont des personnes qui doivent être informées par rapport à l'évolution, par rapport à la façon dont l'incident est occupé à se dérouler et les différentes étapes par rapport à cela. Après, dès qu'on a mis en place ces éléments de base, et donc ça, c'est en fin de compte, ces premières étapes, c'est les quelques heures, / une journée, peut-être un tout petit peu plus, un tout petit peu moins par rapport à cela. Dès qu'on a mis en place ces éléments-là,
on va prendre contact avec la société de réponse à l'incident. Société de réponse à l'incident qui va vous aider à mettre un diagnostic par rapport à l'attaquant, comment est-ce que l'attaquant est rentré dans vos systèmes. Mais cette société va vous poser aussi des questions pour, par exemple, essayer de comprendre, comme on a vu tout à fait au début, quelle est l'étendue, les systèmes infectés, etc. Voilà, c'est toute une série de questions que cette société-là, ou la Cyber Emergency Response Team au niveau fédéral, vont poser. Donc, on va essayer de voir par où l'attaquant est rentré dans les systèmes, quels sont les systèmes qui ont été infectés par rapport à cela, et quelles sont les actions qu'il faut faire pour, après, contenir l'incident, pour éviter que l'incident prenne des proportions encore plus grandes, même si on a isolé les systèmes. Dans la deuxième étape par rapport à ça, il y a peut-être encore toute une série d'autres mesures qu'on peut mettre en place. Et puis après, quelles sont les mesures que l'on peut mettre pour faire un clean-up des systèmes, pour enlever en fait la présence même, ou les malwares, ou le virus, ou peu importe, ce qui a été utilisé pour infecter vos systèmes, comment est-ce qu'on peut mettre en place un clean-up. N'oubliez pas non plus qu'on aura des obligations légales. Donc, les obligations légales nécessitent de notifier l'autorité de la protection des données très rapidement. Il y a même des délais légaux par rapport à cela. Et la communication interne et la communication externe aussi. Communiquer. Même si on ne sait pas l'étendue d'eux, il vaut mieux communiquer de ce que l'on sait, mais aussi des éléments dont on n'est pas certain. Au moins, on voit qu'on est occupé avec, que l'on prend les choses à cœur, que l'on évolue par rapport à cela. Quand on a effectué ces différents éléments-là, on va commencer à regarder un peu plus en détail. Donc, on avait parlé au début de l'analyse des données. On peut aussi envisager alors d'aller regarder les backups, parce que les backups, on peut encore faire quelque chose avec. Les systèmes, les données même, est-ce que toutes les données sont perdues? Est-ce que toutes les données sont encryptées? Ou est-ce que c'est uniquement le système même qui n'est plus disponible, mais les données sont encore sous un format ou l'autre? On peut encore essayer de les restaurer, etc. Ça, c'est important par rapport à cette étape-là. Et on va commencer à mettre en place aussi des éléments de mitigation de l'incident. Donc mitigation, ça veut dire on commence à tout doucement faire un clean-up des systèmes, on commence éventuellement sur base des conseils que la société ou l'entreprise de réponse à l'incident va nous donner, ou l'équipe interne, parce que ça peut être une équipe interne aussi, on va commencer à mettre en place ce type de mitigation-là. Ça peut être aussi un monitoring d'urgence sur certains systèmes clés, certains systèmes importants, pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'activité, par exemple. Quand on a mis en place ces étapes-là, après seulement après, on va commencer à vraiment mettre en place un rebuild des systèmes. On va commencer à reconstruire les systèmes. On ne fait pas un rebuild des systèmes au début. Pourquoi? Aussi longtemps qu'on ne sait pas si le système n'a pas été infecté, il y a un risque réel. Et nous avons déjà eu des cas concrets où on essaye de remettre en place un système, ce système est corrompu, ce système contient un malware ou un virus, il réinfecte toute une série d'autres systèmes. Et alors l'effet, voilà, la motivation, les gens qui essayent font de leur mieux pour essayer de remettre les systèmes en route, etc., voilà, ils sont de nouveau impactés par un autre incident. Et voilà, il y a une forme de démotivation qui s'installe. Donc, évitons de reconstruire les systèmes trop vite. Et quand je dis trop vite, je ne dis pas dans 2 semaines, pas dans 3 semaines. Chaque incident est un peu différent, il faut regarder dans son contexte. Mais ce n'est certainement pas la première étape qu'il faut faire dans le contexte d'une réponse à l'incident. Et puis quand on a effectué ces éléments-là, on commence alors à analyser comment est-ce qu'on peut améliorer, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'incident. Leçons tirées de l'incident pour non pas éviter qu'on ait encore dans le futur des attaques, parce que des attaques cyber, toutes les entreprises vont être amenées à en avoir et en auront encore dans le futur par rapport à cela, mais surtout comment est-ce qu'on peut détecter rapidement et éviter que l'impact soit aussi grand que la cyberattaque qu'on vient de connaître maintenant. Et ça, c'est les mesures pour améliorer. Toutes ces mesures-là vont aider à rehausser la maturité de l'entreprise, la cyber-résilience. Alors, Olivier Bogart, est-ce que je peux vous demander également de me donner une série de trucs et astuces pour aider les entreprises dans cette période, ou de préparer cet événement, cet incident?
Mais je crois qu'on en a évoqué, hein, mais le principe de communiquer avec les membres du personnel pour les mettre en garde par rapport aux tendances. Et ce que je voulais mettre en évidence, par exemple, c'est que beaucoup d'entreprises utilisent par exemple LinkedIn. Et quand on va dans les rubriques LinkedIn Entreprise, eh bien, on peut, en consultant la liste des utilisateurs et des gens qui ont créé un profil à leur nom au sein de leur entreprise, on peut voir qui fait quoi, quelle est la fonction. Et donc, les auteurs, je veux dire pirates ou hackers, peuvent à ce moment-là déterminer le nom de la personne, et parce que sur LinkedIn, on fournit pas mal d'informations qui sont liées, par exemple, à l'adresse mail, au numéro de téléphone. Et donc, ils peuvent usurper l'identité d'une personne au sein de l'entreprise et envoyer un message à tous les autres membres de l'entreprise en joignant un document qui va permettre, comme je le disais, d'accéder au serveur et de pouvoir aller perturber les systèmes ou de collecter des données. Donc, ce qu'on conseille aussi, par exemple, c'est que lorsque les gens sont en télétravail, c'est devenu un peu la norme, hein, eh bien, c'est lorsqu'ils ne sont pas actifs sur leur ordinateur, c'est déconnexion automatisée, de façon à ce que justement, il n'y ait pas à ce moment-là, comme je le disais, si un logiciel malveillant a été installé, la possibilité de faire une intrusion dans les systèmes. Donc, pas mettre juste pause. Pardon ? Pas mettre juste sleep ou pause. Non, c'est vraiment que la personne, lorsqu'elle revient sur sa machine, eh bien, doit effectivement se réinscrire, si je veux dire, pour accéder au boulot. Merci. Souhaitez-vous encore ajouter quelque chose, Madame Morlière, par rapport aux entreprises et aux notifications ? Une dernière recommandation serait de nettoyer régulièrement les bases de données et supprimer celles qui ne sont pas absolument indispensables pour votre organisation. Partant de l'adage qu'au moins vous traitez de données, au moins elles risquent d'être compromises dans une faille de sécurité. Et nous espérons évidemment que vous aurez pris toutes les mesures préventives nécessaires pour ne pas devoir introduire de notifications, de failles de sécurité auprès de l'autorité de protection des données dans la mesure du possible. Un dernier mot de clôture ? Oui, quelque chose auquel on pense peut-être pas toujours, c'est contacter sa banque. Quand on n'a plus le contrôle de ses ordinateurs, on ne sait pas s'ils ont un accès sur les comptes de l'entreprise, donc contacter la banque et demander s'il y a moyen de protéger les comptes. Malheureusement, ça peut être très impactant parce que soi-même, on n'aura plus accès non plus. Mais parfois, ça peut être utile. Juste communiquer avec la banque, c'est peut-être déjà aussi suffisant pour voir quelles sont les possibilités ou voir ce qui s'est passé, par exemple, les dernières 24 heures sur les comptes. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'on oublie parfois. Très certainement. En tout cas, on a appris aujourd'hui que pour traverser un cyberincident, il y a d'une part des actions de prévention et de préparation qui sont essentielles pour essayer de le traverser de la manière la plus sereine, est peut-être un mot excessif, mais en tout cas la moins catastrophique, qu'on a malgré tout des supports existants auprès de la police, auprès d'organismes externes, que l'autorité de protection des données, elle a aussi une série de recommandations et doit être contactée en cas de fuite de données à caractère personnel, que vous avez certaines obligations dans certains cas à l'égard du CERT.be, mais également un point positif, c'est que vous pouvez toujours trouver également du support auprès des différents SPF auprès desquels vous devez remplir des obligations légales. Donc vous n'êtes pas tout à fait incompris, c'est quelque chose qui arrive à de plus en plus d'entreprises. Une entreprise sur deux a déjà subi une attaque. L'autre moitié risque d'en subir une dans les mois, voire les années à venir. Et donc, n'hésitez pas à le faire savoir. Ce n'est pas une tare, vous ne devez pas être stigmatisé. Il est très important de prendre les mesures et de traverser cela de manière organisée, avec un cadre qui vous permettra à terme de restaurer votre activité, de retrouver peu à peu un rythme normal et une activité sans grande ou sans trop de pertes financières, parce que beaucoup d'attaques malheureusement impactent fortement financièrement les entreprises et qui ont parfois des difficultés à s'en sortir. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura donné quelques trucs et astuces
que vous saurez où vous renseigner et ça vous donnera également l'envie et le sentiment de nécessité de préparer ces cyberincidents, même si c'est à long terme. Il faut être préparé et un plan de gestion d'un cyberincident est indispensable pour toute entreprise. Merci.